À 11 000 mètres, dehors, il fait moins 56 degrés. Et la pression est si faible qu'elle ne vous garderait pas conscient plus de quelques secondes. Pourtant, dans la cabine, il fait 24 degrés. L'air que vous respirez en ce moment a été aspiré à l'extérieur, puis comprimé à plus de 500 degrés dans le compresseur d'un réacteur. Refroidi, détendu, séché et soufflé au-dessus de votre tête. Sauf si vous volez sur un Boeing 787. Là, il ne s'est rien passé de tout ça. Aujourd'hui, comment on fabrique de l'air respirable à 11 000 mètres et pourquoi Boeing a débranché ses moteurs pour le faire? Un système de conditionnement d'air n'a pas un rôle. Il en a 3. Pressurisé, d'abord. À 40 000 pieds, il ne reste qu'un cinquième de la pression du sol. Refroidir, ensuite. 180 passagers dégagent autant de chaleur que 18 radiateurs. Ajoutez le soleil à travers les hublots, l'électronique, les galets et ventiler. C'est le point que tout le monde oublie. La réglementation impose 0,25 kg d'air neuf par minute et par occupant. 9. L'air recyclé, lui, ne compte pas. Alors pourquoi ne pas simplement ouvrir une écope et laisser entrer l'air du dehors? Parce qu'à 40 000 pieds, cet air est à moins de 200 hectopascales. Pour le faire entrer dans une cabine qui en réclame 800, il faut le comprimer. Et toute la question de cet épisode tient en 3 mots. Quel compresseur? Voici la machine la plus élégante de l'avion. Et presque personne ne sait qu'elle existe. Votre réfrigérateur utilise un fluide qui change d'état. Un avion de ligne, lui, n'a rien de tout ça. Pas de gaz, pas de circuit fermé, pas de condenseur au fond de la carlingue. Le fluide frigorigène, c'est l'air lui-même. On appelle ça un groupe turbo-réfrigérant, en anglais Air Cycle Machine. Et son principe porte un nom magnifique, le cycle bootstrap. Sur un seul et même arbre, 3 roues, une turbine, un compresseur et un ventilateur. Suivez l'air. Il arrive chaud et sous pression. Premier échangeur. On le refroidit avec l'air extérieur. Puis, et c'est totalement contre-intuitif, on le comprime encore. Il remonte à 150 degrés. Deuxième échangeur. On le refroidit à nouveau. Mais cette fois, on part de plus haut, donc on lui arrache beaucoup plus de chaleur. Et maintenant, la détente. L'air se précipite dans la turbine. Il perd sa pression, il cède son énergie et il ressort à moins 35 degrés. Cette énergie n'est pas perdue. Elle entraîne le compresseur. La turbine fait tourner le compresseur, qui alimente la turbine. La machine se tire elle-même par les bretelles. Bootstrap. Un détail vous a peut-être échappé. Juste avant la turbine, on a retiré l'eau. Condenseur, extracteur, réchauffeur. Pourquoi avant et pas après, là où l'air est le plus froid? Parce qu'après la turbine, l'eau ne serait plus de l'eau. Ce serait de la glace. Reste donc la question du compresseur. Et sur presque tous les avions de ligne du monde, A320, 737, 777 et même l'A350, la réponse est la même, celui du réacteur. On appelle ça le prélèvement. Bleed air. Sur le compresseur haute pression, il y a 2 piquages. Un étage intermédiaire, le 5e sur un CFM56, et un étage haute pression, le 9e. En croisière, moteur poussé, l'étage intermédiaire suffit largement. Mais réduisez les gaz, et la pression s'effondre. Alors, une vanne s'ouvre automatiquement sur l'étage haute pression. Ce voyant, HP Valve Open, veut dire exactement une chose. Le système vient de basculer sur l'air le plus cher du moteur. Cet air sort à plus de 300 degrés. Beaucoup trop chaud pour les tuyaux. Un pré-refroidisseur logé dans le mât le ramène à 200. Et cette chaleur, que l'on a payée en carburant, on la jette par-dessus bord. Voilà maintenant ce que presque personne ne raconte. Ce circuit ne sert pas qu'à la climatisation. C'est un réseau à tout faire. Les packs, le dégivrage de la voilure,
le dégivrage des entrées d'air moteur, le démarrage des réacteurs, la pressurisation des réservoirs hydrauliques, celle des réservoirs d'eau, 7 fonctions sur un seul tuyau d'air chaud. Alors, supprimer le prélèvement, ce n'est pas changer la climatisation, c'est réinventer 7 systèmes d'un seul coup. Et c'est exactement ce que Boeing a fait. Sur le 787, les réacteurs n'ont pas de piquage client. Le GNX et le Tran 1000 ont été dessinés sans. À la place, 4 compresseurs de cabine, électriques, à vitesse variable, 2 par pack, et ils ne sont pas accrochés au moteur. Ils sont logés dans le carénage, voilure, fuselage, et ils respirent par leurs propres écopes, sous le ventre de l'avion. Le moteur ne fournit plus qu'une seule chose, du courant. 4 alternateurs de 250 kVA, plus 2 générateurs d'APU. Au total, près d'1,5 mégawatt. 5 fois ce que produit un gros porteur classique. Le dégivrage de la voilure devient électrique, des tapis chauffants dans les becs. Le démarrage moteur devient électrique. Et l'APU ne produit plus une seule bouffée d'air. Une nuance maintenant que vous n'entendrez presque nulle part. Le 787 n'est pas totalement bleedless. Le dégivrage des entrées d'air moteur utilise toujours de l'air prélevé. Simplement, cet air ne quitte jamais la nacelle. Et le pack, dans tout ça, regardez bien. Échangeur, compresseur, échangeur, turbine. C'est exactement la même machine. Le 787 n'a pas changé le réfrigérateur. Il a changé d'où vient l'air comprimé. Alors, combien ça rapporte? Boeing annonce jusqu'à 35% de puissance prélevée en moins et environ 3% de carburant. Mais la vraie réponse est bien plus intéressante que ce chiffre. Au décollage, le réacteur comprime à fond, alors que la cabine ne réclame presque rien. Tout le surplus part en pure perte dans une vanne. Là, le sans prélèvement économise plus de la moitié. C'est exactement pour cette raison qu'on décolle PAX coupé quand la piste est courte. En croisière, l'écart retombe à 1/3 environ. Mais en descente, moteur au ralenti, le prélèvement redevient le meilleur des deux, parce qu'il ne jette plus rien. Et puis, il y a l'argument qui devrait clore le débat. L'A350. Même génération, même fuselage composite, même altitude cabine de 6000 pieds. Et il a gardé le prélèvement. Airbus connaissait parfaitement le calcul. Airbus a choisi autrement. Boeing a supprimé. Airbus a conservé. Et les deux ont raison, tout dépend de la phase de vol. Si cet épisode vous a appris quelque chose, abonnez-vous. La série continue.